matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Édouard Husson, directeur de publication du Courrier des Stratèges, auteur des chroniques Les Droits de Husson, professeur des universités, ancien directeur général de l'ESCP Europe, et auteur, même co-auteur de cet ouvrage, Les 100 jours qui ont changé le monde, chronique du 8 août au 9 novembre 2024, qu'on peut retrouver notamment avec la participation de l'Institut Brennus. Bonjour Édouard Husson. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors c'est particulièrement intéressant de vous entendre aujourd'hui, en ce moment, avec tout ce qui se passe sur la scène internationale. On a évidemment cet accord en mer Noire, on a la coalition des volontaires d'Emmanuel Macron qui se retrouve demain, qui reçoit Volodymyr Zelensky et qui envisage la poursuite du soutien militaire à l'Ukraine. Et puis, on a en fait les lignes et les temps longs, celles que vous avez proposées dans votre livre. On va revenir dessus. Mais d'abord, pourquoi avoir choisi ces dates du 8 août au 9 novembre 2024 en particulier ? Alors, l'idée que nous avons eue avec Ulrike Reisner, qui est autrichienne et qui est le co-auteur, c'était de prendre en fait la centaine de jours qui précédaient l'élection de Donald Trump. Et on ne savait pas du tout où on allait, puisque les chroniques que nous publions, nous les avons écrites à raison d'une tous les 3-4 jours, disons 2 par semaine, pour aller vite. Et nous ne les avons pas modifiées, puisqu'il y avait des anticipations. Donc, il arrive quelquefois que on ait pu exagérer une tendance ou manquer quelque chose, et on met juste à ce moment-là, en le publiant, une note en bas de page en disant, ben voilà, finalement, c'est plutôt ça qui s'est passé. Voilà. Mais globalement, notre approche, c'était celle-là, c'était d'essayer de comprendre comment le reste du monde regardait les États-Unis pendant ces 100 jours-là, les 3 derniers mois de la campagne présidentielle américaine, où, alors ça c'est la thèse de notre livre, les mondialistes, les globalistes, comme on les appelle, ont vraiment tout fait pour créer une grosse crise internationale en espérant que ça ferait dérailler les chances déjà évidentes que Donald Trump avait de gagner l'élection présidentielle. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu écrire ce livre en se plaçant du point de vue du reste du monde, précisément, pas du monde occidental, puisque si vous voulez connaître le point de vue du monde occidental, il faut aller sur BFM ou sur, Oui, on l'a à peu près ou sur partout. LCI. Pas de problème Voilà. pour ça. Alors, on va parler justement de ces tentatives d'annuler la prise de pouvoir de Donald Trump et ce que ça a pour conséquence. C'est-à-dire peut-être éviter cette guerre, une réorganisation finalement planétaire, enfin géopolitique. Et puis, voir avec vous justement comment cette tendance continue. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est ce que vous décrivez dans Oui. ce livre, finalement, est toujours pleinement d'actualité aujourd'hui. Alors commençons, Oui. pour être concret, ce 8 août 2024, qui est votre première date, Washington planifie une offensive ukrainienne sur Kursk. Alors vous dites Washington, c'est ce qui est intéressant, sur Kursk, pour reprendre le contrôle du récit occidental, c'est votre titre, et vous expliquez comment, en effet, cette offensive est censée complètement empêcher relancer l'offensive et donc empêcher une quelconque victoire de Vladimir Poutine et donc de Trump derrière. Alors, on est effectivement au début août 2024, donc l'année dernière, et tout le monde a été surpris, même si c'était les vacances, mais on a quand même eu des grands titres nous disant ça y est, l'armée ukrainienne a pénétré sur le territoire russe. Ouais, oui. Dans la région de Kursk. Pour nous qui suivons ça au jour le jour, on avait d'emblée des informations selon lesquelles c'était pas Kiev qui avait planifié ça tout seul, c'était Washington. Et puis aussi, on l'a découvert 2-3 chroniques plus tard, c'était Londres. Euh, J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et donc, on a bien compris ce qui se jouait. C'était un moment où on commençait à dire partout l'armée ukrainienne a du mal, elle piétine. Zelensky, avec ses stratèges occidentaux, fait quelque chose qui apparemment est absurde, puisqu'il ouvre un nouveau point du front très au nord, loin du reste de la ligne de bataille. Mais il le fait parce que symboliquement c'est très fort. Ça fait rentrer sur le territoire russe, et donc ça donne l'impression que l'Ukraine est vraiment en train de gagner la guerre. Encore combative. Et voilà. Oui, puis il y a cette histoire de centrale nucléaire également qui est très stratégique. Alors
Voilà, il y avait sur le territoire de Koursk une centrale nucléaire, et on sait que c'est l'obsession des Ukrainiens de conquérir une des grandes centrales nucléaires pour, là aussi, avoir une monnaie d'échange dans les négociations. C'est ce que vous disiez à l'instant, c'est qu'en fait, ça a de l'importance jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, vous remarquez que les négociations, elles commencent alors que l'armée russe vient de reprendre la région de Koursk. C'est-à-dire que l'effet qui avait été cherché, et, et c'était intelligent du point de vue stratégique, même si ça a coûté 60 000 vies ukrainiennes, mais c'était stratégiquement pensé, eh bien, ça a été annulé. Alors, à cause de l'élection de Trump, parce que Trump veut négocier, mais aussi parce que les Russes se sont battus pour reprendre le territoire. Oui. Alors, on va, je continue juste sur ces 100 jours et puis après, j'aimerais qu'on aille aussi donc sur ce qui se passe aujourd'hui et voir la continuation. Donc là, on est un peu sur le terrain ukrainien, mais ce qui est très intéressant, je veux vraiment qu'on s'arrête un peu là-dessus, c'est que pour vous, tout est lié. Et donc, la guerre, enfin, on va dire les conflits autour d'Israël sont liés à ce qui se passe, à ces événements. C'est-à-dire que si vous voulez, mettez-vous à la place de l'équipe autour d'un Biden vieillissant et de Kamala Harris qui se débat pour essayer d'exister politiquement. Les stratèges se disent, ils regardent une carte du monde comme les Américains aiment bien faire, et ils voient qu'il y a des points de fracture possibles avec ceux qu'on appelle le Sud global ou bien les BRICS ou comme vous voulez. Donc effectivement, Gaza, ça fait aussi partie du problème. D'ailleurs, à la fin de la période que nous décrivons, juste après, dans les jours qui ont suivi, mais on en parle dans notre conclusion, le régime d'Assad est tombé, et ça a sur le moment été considéré comme une défaite pour la Russie et pour l'Iran. Donc on voit bien que tout ça est éminemment lié, Oui. mais il y avait, je crois que ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il y avait cette idée on va dire, de l'establishment de Washington, qui était favorable plutôt au Parti démocrate, c'était de créer une grosse crise internationale majeure parce que, disait-il, ça, pensait-il, il le disait pas ouvertement, mais il le pensait, ça permettra de maintenir les démocrates au pouvoir. Ça empêchera Trump, qui a annoncé qu'il ferait la paix avec la Russie, de venir au pouvoir. Oui, mais pour le coup, là, il y a une rupture, on peut dire, par rapport à cette, enfin, par rapport au fil continu qu'on peut décrire et tirer jusqu'à aujourd'hui, c'est de voir que Donald Trump, aujourd'hui, sur sa position par rapport à Israël, est plutôt resté allié avec Israël et donc n'a pas changé les lignes de ce côté-là du conflit, enfin des conflits, Non, des crises. alors tout à fait. On a pensé au départ qu'il faisait bouger les lignes puisqu'il a imposé un cessez-le-feu. Oui. Et en fait, ce cessez-le-feu qui a été négocié un peu par l'équipe Biden et beaucoup par son équipe arrivant dans les jours qui précèdent l'inauguration, Hmm. qui précèdent le 20 janvier. Oui. Mais Il a un peu forcé la effectivement, main, pardon, je le rappelle, à oui, Benjamin Netanyahu à ce moment-là, donc on a pu considérer qu'il allait changer les choses, oui. voilà. Et puis, il semble que autant le rapport de force lui est favorable avec Zelensky, il semble pouvoir imposer sa volonté à Zelensky, autant on voit bien qu'il y a un bras de fer avec Netanyahou. Trump aimerait mieux une solution négociée pour aboutir à un grand accord économique. Alors, à condition de démilitariser le Hamas, c'est la condition que met Trump, mais pour le reste, avoir un grand accord économique de la région dont Israël ferait partie, et Netanyahou, lui, est plutôt pour une solution militaire, que ça soit à Gaza, en Syrie ou au Liban. Oui, d'accord. Alors si on va en reparler, mais juste peut-être aussi sur cette singularité de Donald Trump à chaque fois de passer par des contrats économiques, enfin que ce soit en Israël et ses propositions, et aujourd'hui ce qu'on voit sur sa proposition avec entre l'Ukraine et la Russie. Lui, c'est economy first. Oui, alors, bon, il y a peut-être une tendance en France, en particulier chez certains souverainistes qui se reconnaissent dans le mouvement de Donald Trump, qui aimeraient bien qu'il y ait un équivalent français. Il y a peut-être une idéalisation de Donald Trump. C'est pas simplement un homme de paix. C'est pas. Il peut être extrêmement dur. Il prévoit d'annexer le Groenland. Il menace le Canada. Ah oui, Donc c'est une doctrine américaine qui reste impériale, mais qui change. Et elle change avec l'idée que la puissance américaine s'est beaucoup trop étendue loin de ses bases
dans le monde entier. Et donc, Trump aimerait bien trouver une solution commerciale, économique au Proche-Orient. Il voudrait finir la guerre avec la Russie. Il est très partagé vis-à-vis de la Chine. Faut-il négocier? Faut-il aller à une épreuve de force, éventuellement même militaire? Mais il se ressent plus sur le continent américain. C'est un retour à la vision des présidents américains du 19e siècle, qui pensaient que l'essentiel, c'était de se resserrer sur le continent américain nord et sud. Oui, parce que moi j'ai un vrai questionnement en fait plus largement sur ces histoires d'accords économiques. On l'a entendu Donald Trump se justifier, d'ailleurs même à côté de Volodymyr Zelensky, et dire moi le jour où j'ai cet accord avec Vladimir Poutine, il n'y aura plus de guerre. Vous pouvez me faire confiance, il n'y aura plus de guerre parce que Vladimir Poutine va respecter cet accord. Mais en fait nous on a déjà l'Europe hein, avec les accords du charbon et de l'acier joué comment dire sur l'économie nous sauvera d'une guerre, d'une nouvelle guerre. Et on voit bien que ça ne marche pas. La preuve en est. Aujourd'hui, le retour des conflits sur le continent européen. Donc, est-ce qu'il faut faire confiance à cette ligne économiste ou est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi en termes de politique, ce que n'a pas l'air forcément de faire Donald Trump? Alors, c'est effectivement la question centrale. Euh, Premièrement, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas parce que on crée des institutions ou des traités de commerce qu'on fait la paix, c'est parce qu'on a envie de faire la paix qu'on signe des traités de commerce. Ça, je crois que c'est la grande erreur qui est faite sur ce qui s'est passé dans les années 50 en Europe. C'est précisément parce que la France, l'Allemagne, l'Italie voulaient faire la paix l'une avec l'autre qu'elles ont créé le marché commun et Mmh. pas l'inverse. Mmh. Euh, et donc, je pense, si vous voulez, que ça vous donne la réponse pour Donald Trump. Donald Trump, on voit bien que c'est un personnage certainement remarquable, mais ambigu, et il veut faire la paix avec la Russie, donc vraisemblablement qu'il va signer des deals avec la Russie. En revanche, on n'est pas sûr du tout qu'il veuille vraiment faire la paix au Proche-Orient parce qu'il épouse trop la cause d'Israël aux dépens d'autres points de vue. Et là, il n'est pas sûr du tout qu'on arrive à un accord économique. Moi, c'est plus comme ça que je verrais les choses. Oui, ouais, d'accord. Alors, autre élément très intéressant de vos chroniques et finalement de cette grille de lecture que vous nous proposez, c'est évidemment la route de la soie, enfin la nouvelle route de la soie. Alors, pour le coup, qui n'est pas du tout évoquée, il me semble, hein, dans les médias mainstream, comme on dit, et surtout en proposition d'analyse de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? D'ailleurs, je crois qu'on a une carte, nous, à vous proposer. On va la ressortir doucement sur ce que ça ajoute comme ligne de compréhension par rapport à l'actualité internationale. Alors, effectivement, Clémence, ce qu'on a voulu montrer dans le livre, c'est que au fond, la géopolitique américaine, et on pourrait dire britannique et américaine, mais celle des États-Unis, elle n'a pas changé depuis un siècle. C'est l'idée que les puissances maritimes doivent finalement contrôler toute la périphérie de l'Eurasie. Hein, donc, l'OTAN est en Europe, mais on montre dans le livre comment, par exemple, la CIA a provoqué une révolution de palais au Bangladesh pour embêter la Chine. Et effectivement, la grande hantise des globalistes, des mondialistes américains et de leurs alliés européens, c'est que la Russie et la Chine s'allient. Et pourquoi? Parce que d'abord politiquement et stratégiquement, c'est très puissant, la Russie plus la Chine, mais aussi parce que la Chine a ce projet qu'on appelle nouvelle route de la soie ou bien la ceinture et la route aussi, selon le nouveau nom chinois, qui sont ces routes à la fois terrestres et maritimes qui doivent relier l'Europe et l'Asie, enfin l'Asie et l'Europe pour commencer, et puis ensuite avoir aussi des ramifications vers l'Afrique et vers l'Amérique latine. Oui. Et donc ça, c'est un projet chinois stratégique lancé il y a un peu plus de 10 ans par l'actuel président Xi Jinping. C'est vraiment son projet stratégique et c'est un projet qui est là aussi fondé sur l'idée que si la Chine est en paix avec la plupart des pays du monde, voire tous, eh bien, elle pourra développer des relations commerciales avec tous et devenir la première puissance économique du monde. C'est ça l'objectif. Et ça, effectivement, les Américains redoutent beaucoup cela. Oui. Alors, si on se tourne maintenant sur ce qui se passe aujourd'hui,
En plus, on est dans une période de haute tension. On le sait, négociations à cesser le feu, pour le moment, on va dire, pas encore confirmées, qu'on appelle l'accord de mer Noire entre la Russie et l'Ukraine, où la Russie impose encore certaines conditions, notamment la levée des restrictions sur le commerce de céréales, sur les engrais, sur l'accord SWIFT, etc. Donc on voit que c'est pas encore avancé. Puis de l'autre côté, Emmanuel Macron, qui reçoit Volodymyr Zelensky et une vingtaine de pays de l'Union européenne et de l'OTAN, pour pouvoir justement réfléchir encore à un réarmement et un nouveau soutien militaire à l'Ukraine. Comment, une fois qu'on a décrit les premières lignes que vous aviez analysées dans ces 100 jours, vous comprenez ce point de tension maximal dans lequel nous sommes aujourd'hui? Ouais, on a quelque chose de tout à fait paradoxal, c'est que finalement, les derniers défenseurs de la politique de Joe Biden et de la politique des démocrates américains qui ont perdu l'élection présidentielle américaine se retrouvent en Europe. Ouais. C'est-à-dire que, alors si j'inclus la Grande-Bretagne, il y a Starmer, mais il y a Macron, il y a Scholz, mais Merz, c'est la même chose. On a un certain nombre de leaders européens qui finalement veulent continuer sur la ligne des années de 2015 et ensuite, c'est-à-dire une ligne très agressive vis-à-vis de la Russie. Ils ne veulent pas la paix avec la Russie. Et c'est finalement l'un des paradoxes, c'est qu'aujourd'hui, le camp mondialiste s'est réfugié en Europe comme son dernier bastion. Oui. C'est tout à fait stupéfiant à observer, d'où d'ailleurs les difficultés de Donald Trump, parce que pour être crédible vis-à-vis de Vladimir Poutine, il va bien falloir qu'il impose sa volonté à Zelensky et aux dirigeants européens. Et les Mm. dirigeants européens, pour l'instant, protestent très fort. Ouais. Et si les Européens continuent, on va dire, de nourrir la machine ukrainienne, vous pensez que l'Ukraine y reste sans les Américains? Sans le soutien américain? Alors, je vais donner un chiffre très simple, hein. Depuis le début de la guerre d'Ukraine, depuis 3 ans, les États-Unis d'Amérique et l'OTAN, mais en fait ce sont les États-Unis, ont été capables d'équiper une centaine de brigades militaires ukrainiennes. Face à cela, les Russes ont équipé et armé 200 brigades, ce qui explique d'ailleurs leur victoire militaire. Mm. Je ne veux pas faire de peine aux dirigeants européens, mais s'ils arrivent à envoyer plus de 4 brigades en Ukraine, ça sera déjà un exploit. Donc, il ne faut pas non plus se payer de mots. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'il y a malgré tout cette atmosphère assez hystérique qui est créée par ces sommets européens, par cette façon de présenter les choses. Et puis, il y a une grande inquiétude des stratèges autour de Donald Trump, c'est le risque d'une provocation ukrainienne. Par exemple, essayer de bombarder une centrale nucléaire pour causer un accident et à ce moment-là faire dérailler l'effort de paix entre les États-Unis et la Russie. Donc on n'est pas sorti des craintes, hein. Il ne faut pas croire que parce que la Russie et les États-Unis se parlent, on va arriver à une situation pacifique du jour au lendemain. Oui, vous craignez justement, et ils craignent donc, mais je pense que vous craignez aussi, puisque vous êtes plutôt pour la paix, qu'il y ait une provocation forte, une ultime provocation pour empêcher cette paix finalement. Oui, et alors ce qu'on montre déjà dans notre livre, mais ce qui se confirme aujourd'hui, c'est qu'il y a un pays qui n'a pas intérêt à la paix, c'est la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que la Grande-Bretagne, en fait, est dans une situation très bancale. À cause du Covid, elle a plutôt raté économiquement son Brexit, puisque ça a arrêté l'activité économique pendant 2 ans. Et donc, elle avait beaucoup misé sur. Alors, il faut savoir qu'au départ, les fameuses terres rares ukrainiennes, les ressources naturelles ukrainiennes, c'est la Grande-Bretagne qui voulait s'en emparer. Tout d'ailleurs son soutien à l'opération de Kursk, dont on parlait au début. Oui. Et donc, la Grande-Bretagne est aujourd'hui contre Trump. C'est ça que souvent les gens ne comprennent pas. Et en particulier, la Grande-Bretagne aurait aimé mettre la main sur le grand port ukrainien qui est Odessa. Alors vous imaginez qu'un accord de trêve dans la mer Noire ne fait pas les affaires des Britanniques. Oui, d'accord. Ce qui est intéressant, parce qu'au départ, Boris Johnson avait été un peu l'envoyé, on disait le petit télégraphiste des Américains, pour empêcher le premier accord de paix qui aurait dû être signé quelques mois après seulement le début de l'attaque russe en Ukraine. Et finalement, là, on voit que maintenant, Londres joue sa partie détachée de celle des Américains. C'est ce que vous nous dites, en fait. Alors en fait, il y a une vieille tradition hostile à la Russie en Grande-Bretagne.
qui remonte au moins au milieu du 19e siècle avec le Premier ministre Benjamin Disraeli. Et c'est quelque chose qui n'a jamais vraiment cessé jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, au moment des négociations qui mettent fin, enfin qui doivent préparer la paix après la Deuxième Guerre mondiale entre Roosevelt, Churchill et Staline, Roosevelt et Staline sont alliés contre Churchill. Et Churchill est le plus hostile à ce qu'il appelle l'expansionnisme russe, qui lie derrière le communisme. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Vous avez cité Boris Johnson, mais aujourd'hui, Keir Starmer est sur la même ligne. Oui, oui, oui. Alors, il y a un autre élément que je trouve très intéressant dans vos chroniques, et pareil, qui a une continuation, une continuité dans notre actualité du moment. C'est cette histoire de qui a vraiment gouverné les États-Unis pendant le mandat de Joseph Biden. Alors, vous parlez notamment du cas ukrainien. Et alors là, c'est très intéressant de se pencher sur la famille Biden qui avait un rôle très important, mais sous la houppette de Barack Obama. Vous allez nous raconter tout ça. Mais aujourd'hui, dans les nouveautés, on va dire, ce qu'on apprend, mais qui va toujours dans cette continuation, cette histoire d'autopen qu'a signalé Donald Trump, c'est-à-dire que énormément de mandats présidentiels de Joe Biden ont été signés par un stylo automatique, qui fait que finalement, a priori, on n'est pas du tout sûr de la qualité de la personne qui signait ces mandats, qui sont pourtant normalement à responsabilité personnelle du président. Donc ça pose beaucoup de questions sur qui était à l'origine de ces prises de décision. Et puis, je rajoute tout de suite une autre information, d'ailleurs qui n'a pas forcément un lien direct, mais que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est l'ouverture des archives, notamment sur l'assassinat de JF Kennedy. Bon, il y a les archives Epstein, mais JF Kennedy, je pense qu'il y a aussi des éléments alors, est-ce que c'est dans un but d'instrumentalisation de Donald Trump, notamment vis-à-vis d'Israël, ou je ne sais pas, en tout cas qui apportent de nouveaux éléments et qui peuvent influencer la politique internationale. Mais peut-être allons d'abord sur qui a vraiment gouverné les États-Unis pendant le mandat de Joseph Biden. Oui, là c'est un point très important, Clémence, en effet. Bon, je veux dire, ce dont je voudrais que nos lecteurs se rendent compte, et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, avec Internet, et en sachant chercher les bonnes informations, sachant aussi trier, parce qu'il y a beaucoup d'informations erronées, mais on peut savoir beaucoup de choses. Par exemple, les gens qui vraiment faisaient l'effort de lire les choses importantes savaient que Joe Biden, dès son arrivée à la Maison-Blanche, n'était pas capable de gouverner. Hmm. Il n'en avait plus la force physique et il n'avait plus les capacités d'attention cognitive tous les jours. Donc ça pose un vrai problème. On l'a découvert dans les 6 derniers mois, il a été obligé de renoncer à la présidentielle, mais il y avait quand même derrière ça une énorme supercherie. Et c'est la raison pour laquelle on a écrit l'une de ces chroniques avec Ulrike. On a écrit ça pour dire, mais si c'est pas lui qui avait les capacités physiques ou cognitives de gouverner pendant au moins les 2 dernières années, peut-être même les 4 ans de son mandat, qui l'a fait? Ouais. Et dans le cas de l'Ukraine, ce que nous avons montré, c'est qu'il y avait une lutte des clans. Il y avait Barack Obama et son réseau. Il y avait Hillary Clinton et son réseau. Il y avait le fils de Joe Biden, Hunter Biden, qui avait ses propres réseaux en Ukraine. Et en fait, on a eu des arbitrages entre ces clans. Et finalement, c'est plutôt le clan Obama qui l'a emporté. Mais vous voyez bien ce qu'il y a eu d'éminemment dangereux pendant 4 ans, au moins pendant les 2 dernières années, c'est qu'en fait, on ne savait pas qui gouvernait aux États-Unis. Et la difficulté, y compris pour les Russes, c'est d'être sûr de qui ils ont en face. Bien sûr. Mais aujourd'hui, ils sont à peu près plus sûrs, non? Ou vous pensez toujours pas? Oui, alors aujourd'hui, je crois que ce qui change beaucoup de choses, et même si les relations entre Poutine et Trump ne sont pas aussi idylliques que ce Hmm. que certains présentent dans des médias, et ce qui est certain, ce qui change tout du point de vue russe, et du point de vue chinois, et du point de vue et ce qui devrait tout changer du point de vue européen, c'est là qu'on voit quand même que les dirigeants européens sont à côté de la plaque, c'est qu'on a quelqu'un à Washington, il y a à nouveau un pilote dans l'avion.
Alors qu'avant, on savait pas, on savait pas s'il y avait un pilote, et on peut même dire aujourd'hui, le pilote officiel, il faisait pas grand-chose. Ouais, ça c'est quand même énorme. Et c'est cette histoire de l'autopane qui est une histoire un peu symbolique, presque un peu rigolote, et tout à fait justement le symbole du fait que finalement, y avait-il un pilote dans l'avion? Et si oui, lequel? Ça pose quand même, c'est quand même énorme, hein. Je veux dire, c'est quand même. En fait, là, on en rigole, mais c'est gravissime. Bah, c'est d'autant plus grave que si vous vous rappelez que le président des États-Unis est celui qui peut théoriquement et qui doit appuyer sur le bouton nucléaire quand il y a une décision d'attaque nucléaire, vous voyez bien que on peut l'interpréter de deux manières. C'était dangereux parce qu'il y avait des luttes de clans dans l'entourage de Biden, mais ça veut dire aussi, et je pense que d'ailleurs Vladimir Poutine, qui est loin d'être un ange, en a profité au maximum. Ça veut dire aussi que les Russes savaient qu'il n'y avait pas de vrai chef Ouais. à, à Washington. Et c'est pour ça que Trump n'a pas forcément tort quand il dit si j'avais été président, et je ne pense pas que la guerre d'Ukraine aurait éclaté. Euh, Poutine a certainement exploité la faiblesse des États-Unis. Ouais. Alors, ma dernière question sur ces archives qui ont été ouvertes par Donald Trump. Là, c'est plutôt, je ne sais pas comment vous l'avez reçu, Alors, si vous avez eu le temps là, de là travailler. je recommanderais la prudence au sens où il y a 80 000 pages. Oui. Et Vous ne les je avez suis pas historien lus, de Édouard formation. Husson, oui. Oui, je suis historien de formation. Bon, même si aujourd'hui on a des outils géniaux avec l'intelligence artificielle qui vont permettre d'aller plus vite pour analyser les 80 000 pages, moi j'ai vu quand même beaucoup de gens qui se sont précipités pour nous expliquer. Les uns, c'est la CIA, les autres, c'est les communistes, les troisièmes, c'est Israël. Euh, Prudence, prudence, prudence. Je crois qu'il y a une volonté de Trump de faire la transparence. Je ne pense pas qu'il y ait un agenda immédiat, comme on dit aux États-Unis, pour peser sur les relations internationales. Il ne faut pas oublier que le mandat de Donald Trump, il a un enjeu de politique intérieure d'abord. Mmh. C'est dans le langage utilisé par les partisans de Trump, c'est nettoyer le marais, se débarrasser de l'État profond. Alors, je pense que la situation est plus compliquée que ça, c'est-à-dire qu'il y a un État profond trumpien qui veut remplacer l'État profond des démocrates, mais malgré tout, Trump sera jugé sur sa réussite en politique intérieure beaucoup plus qu'en politique extérieure. Ça, nous, en Europe, on l'oublie souvent. Ouais, Édouard Husson, c'est quoi l'état profond trumpien? Ben, vous savez, déjà, la première fois pour qu'il ait été élu, il pouvait pas être élu simplement avec les voix du peuple américain. Ça veut dire qu'il avait au Pentagone, qu'il avait dans le monde des affaires, qu'il avait dans tous les réseaux de pouvoir américains déjà des partisans. Ce qui s'est passé pour sa réélection en 2024, c'est qu'on a eu une majorité des gens qui constituent les réseaux de pouvoir aux États-Unis qui ont basculé de son côté. Le plus impressionnant, je donne deux exemples, c'est d'une part ce qu'on appelle la Big Tech. C'est vrai que Oui. tous les géants de la Big Tech se sont ralliés à lui. Le deuxième, alors parmi ces géants de la Big Tech, le plus impressionnant, ensuite, c'est Jeff Bezos, Oui, oui. Ah le oui. PDG d'Amazon, qui a demandé au Washington Post, journal dont il est propriétaire, de ne pas prendre parti pour Joe Biden. Et on le dit d'ailleurs dans notre avant-dernière chronique qui avait été publiée juste avant l'élection de Trump, et on disait Trump va être élu parce que ça veut dire que Jeff Bezos a des sondages que le commun des mortels n'a pas, et qui lui prouvent que Trump va gagner, et donc il veut surtout pas être du côté de la perdante. Merci beaucoup, en tout cas, Édouard Husson. Les 100 jours qui ont changé le monde et ce monde qui continue de changer sous nos yeux du 8 août au 9 novembre 2024. C'est un travail Institut Brennus avec votre co-auteur Ulrich Reisner. Merci encore, Édouard Husson. Merci Vous à vous avez tous. aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets, sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.